Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des répliques d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le distingué Lee Enfield SMLE MK3. Avant de commencer, je dois préciser certains points. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette vidéo a été réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour leur soutien, mais attention, ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts que peuvent comporter cette réplique. En effet, mes vidéos sont des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, mais quel est l'intérêt d'avoir une réplique qui ne tire pas de billes, qui ne soit donc pas airsoft, et qui ne soit pas une arme originale? En effet, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Mais lorsque toutes les armes neutralisées auront été interdites par nos différents gouvernements, peut-être qu'il ne restera que ces répliques pour présenter au public ce qu'était la vie pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs, aux reconstitueurs désirant agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein dans un fusil original, reconstitueurs Première et Deuxième Guerre vu que vous pourrez utiliser cette réplique avec votre uniforme anglais ou écossais, et enfin aux accessoiristes de théâtre et de cinéma qui désireront avoir des répliques et non des vraies armes devant un éventuel public. Et en plus, je vous mets au défi de trouver cette réplique-là en airsoft pour moins de 250 €. Alors d'Onyx, c'est quoi? d'Onyx est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché et exportent dans plus de 40 pays. Dans leur catalogue Première et Seconde Guerre, ils ont une quarantaine de références intéressantes. Vous retrouverez le lien de leur chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à ce fusil anglais utilisé pendant la Première et le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord, pourquoi Lee Enfield? Lee Enfield tout simplement parce qu'il s'agit d'une contraction entre son fabricant, James Paris Lee, et l'emplacement de la première usine dans laquelle ce bébé a été fabriqué, c'est-à-dire la Royal Small Arms Factory à Enfield. Il sera ensuite appelé Lee Enfield SMLE MK3, SMLE pour Short Magazine Lee Enfield. Et cette version sera présentée le 26 janvier 1907, en même temps qu'un sabre baïonnette modèle 1907, surnommé PO7. Un arrêteur de culasse a tout d'abord été mis en service ici à partir de 1907, puis enlevé à partir de 1915 pour être rétabli à la fin de la Première Guerre pour être définitivement enlevé en 1942. Cette nouvelle version sans arrêtoir s'appellera SMLE MK3 Star. Tranquille, hein, le fusil se la pète, hein, ils seront carrément pour une star. Nestor, s'il vous plaît, où est ma voiture? Amenez-moi ma voiture, s'il vous plaît. Je vais rentrer chez moi. J'en ai marre d'ici, j'aime pas la guerre. Il est doté d'un chargeur de 10 cartouches qui se charge soit manuellement cartouche par cartouche, ou alors grâce à des lames chargeurs de 5 cartouches. Il fut donc surnommé dans plusieurs pays du Commonwealth 303, pour le plus grand bonheur de votre interlocuteur. 303 à tes souhaits. La réplique fait 3,33 kg quand l'original pèse 4,12 kg. Pourquoi une telle différence? Tout simplement à cause des matériaux employés, du bois et du zamak, comme d'habitude. La crosse sera à retravailler. Oui, elle a déjà été retravaillée. Voici ce que ça donne sans le travail. Oups, ça change, hein. Donc oui, je disais, la crosse sera à retravailler, puisque la crosse d'origine n'est pas très réaliste, en tout cas ça ne correspond pas aux couleurs de bois qu'on retrouvait pendant la Première Guerre. Pour ce faire, je vous invite comme d'habitude à utiliser ma poudre magique. D'ailleurs, si vous ne vous souvenez pas de la référence de ma poudre magique, je vous invite à voir la vidéo tuto, le lien est dans la description de cette vidéo. Sauf que le mien, j'ai choisi de le décaper à la Dremel. Pourquoi? Pour lui donner un aspect très utilisé. Ce fusil a plus de 100 ans maintenant, donc je voulais lui donner cet aspect très utilisé, alors que la poudre magique, elle, conserve l'aspect original du bois. Attention à la crosse, qui n'est reliée au reste de la réplique que par 2 vis. C'est donc le point faible de cette réplique, c'est là où c'est fragile, mais le reste, pour le coup, je n'ai rien à dire, bravo d'Onyx. Petit détail qui manquerait, les perfectionnistes se chargeront de le rajouter, peut-être que je le ferai un jour, c'est le disque que nous devrions avoir ici, un disque en laiton permettant d'indiquer le régiment du soldat. Mais à savoir que les Anglais très rapidement ont arrêté de rajouter des marquages sur le disque en laiton, puisqu'il permettait, une fois le fusil capturé par les Allemands, de savoir quel régiment était en face. C'était donc des informations stratégiques qu'il était mieux de cacher. Donc les fusils ont été anonymisés. Ceci dit, la plaque de couche en laiton, elle, est bien reproduite. Dommage, la trappe ici est factice, elle ne bouge pas et il n'y a rien derrière. Cette réplique ne comporte aucun marquage, hormis le traditionnel d'Onyx Made in Spain qui n'est pas caché, qui est visible sur le côté gauche de la réplique. Cependant, il sera possible, grâce à un bon coup de Dremel, de le faire sauter et de rebronzer derrière, et de manière à ce que ça ne se voit pas du tout. A noter que le marquage d'Onyx devra être conservé en fonction des pays. En France, on n'a pas ce problème, c'est pas gênant donc. Je
peux l'enlever. Il sera également possible d'ajouter des numéros de série, ce que j'ai fait ici, avec des lettres à frapper, sauf que pour les couronnes et autres marquages à ce niveau-là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, en ajoutant des marquages ici, j'ai l'impression que cette partie-là est plus fine que sur le fusil original. Bon, petit problème de cote, hein, comme d'habitude chez Donix, mais c'est pas grave. La sûreté devrait être à gauche, ici, et comme d'habitude, sur toutes les répliques Donix, elle est factice. En même temps, si ça peut éviter sur les photos mythos d'avoir une sûreté engagée, ouais, si, c'est pas mal en fait. Ouais, je trouverai toujours des avantages aux inconvénients. La vis du garde-main supérieur est toujours aussi présente. C'est dommage, il va falloir 1. L'enlever, 2. Reboucher le trou, et 3. En refaire 2 autres. Puisque si nous regardons bien sur un garde-main original, ici, on peut voir qu'il y a 2 petits trous devant et derrière la vis qui existe déjà. Dommage que la vis ne soit pas pile poil à cet endroit-là, ça aurait évité une manipulation. J'ai donc rebouché le trou sur le dessus et j'en ai rajouté 2 autres avec une fraise pour la Dremel. Juste à l'avant, nous avons une hausse réglable sur le vrai, qui ici ne l'est pas, elle est fixe. Cependant, on notera qu'elle est graduée, ce qui est un bon point. En fait, si j'ai menti, on a des marquages et ils sont là. Il sera possible de décaper et de rebronzer votre réplique, mais par pitié, ne le faites pas que sur les angles et rebronzer derrière. Sinon c'est moche. En plus de faire de l'appropriation culturelle avec une réplique d'arme anglaise, tu incites à faire un blackface. Non mais je vais te faire un procès moi. Non non, tu me parles pas, tu me parles pas, tu es un homme, tu ne me parles pas. Nous remarquons sur la partie ici servant à bloquer la lame chargeur que nous avons 2 vis d'un côté, une vis de l'autre. Ces vis n'ont rien à faire là. Donc comme pour le main garant, il va falloir enlever ces vis, soit en enlevant et en rebouchant, soit en ponçant la tête pour finalement rebronzer le reste. Sur la partie droite, j'ai rajouté une carte plastique que j'ai repeinte parce que c'était un petit peu trop voyant. Sur la partie gauche, comme nous avons quasiment aucun relief, je n'ai pas pu rajouter de carte plastique. J'ai juste poncé à mort la vis pour araser au maximum en essayant d'enlever au passage la marque de moulage qu'on a sur le côté gauche. L'arrière de la culasse ici est plat. C'est dommage, nous devrions avoir normalement des stries. À vous de voir si vous voulez y mettre un petit coup de lime. Tiens, marrant, j'ai dit ça hier soir en parlant de ta sœur. Mais attends, si t'es dans ma tête, ça veut dire que ta sœur c'est aussi la mienne. Ah bah, tant pis. La région Hauts-de-France est partenaire de cette vidéo. Petit détail, si vous ouvrez votre culasse alors que vous n'avez pas tiré, c'est rigolo, le ressort entre en mouvement. Et attention, ici, ça peut se décaler. Et là, c'est le drame. Si jamais vous voulez démonter votre réplique, tiens marrant, j'ai dit ça hier soir en parlant de ta sœur, et que vous ne savez pas comment la remonter, je vous invite à voir la vidéo de remontage faite par Donix, le lien est dans la description. Voici maintenant un conseil d'amis que je vous donne, que tous les reconstituteurs, première et deuxième guerre vont appliquer sur cette réplique, et je vous conseille vivement de le faire, c'est de mettre du Chatterton sur le chargeur. Pourquoi? Parce que 1, il branle, ouais, comme un meuble Ikea, ça branle dans tous les sens. Et de 2, à un moment où le chargeur peut branler, vous effleurez très légèrement le bouton d'éjection, et à ce moment-là, il va tomber et vous allez le perdre, et vous allez pleurer. Le levier est assez costaud, mais le point d'accroche est très fin sur le magazine. Oui, magazine chargeur, là, les deux fonctionnent. Sans compter que le chargeur, il fait beaucoup de bruit. Donc un bout de Chatterton au bout des lèvres, et le tour est joué. Tiens, marrant, j'ai dit ça hier. Bon, stop maintenant, je te rappelle que j'ai un bracelet électronique à la cheville. J'ai pas envie d'en avoir un deuxième de l'autre côté. Ceci dit, ça pouvait arriver sur le vrai, a priori. Oh, there's another bowling pin. Oh. La culasse avec l'utilisation pour avoir un certain jeu. Pour corriger le problème, là aussi petit conseil que je vous donne, enlevez le chargeur, passez par en dessous avec un petit tournevis de la bonne taille. On a une petite vis à l'avant de la culasse qu'il faudra revisser. Pas trop, n'oubliez pas, c'est une culasse sans hamac et cette vis-là permettra de conditionner la rotation de votre culasse. Si vous serrez trop, ça va bloquer, il y aura de la résistance, à ce moment-là c'est le pas de vis qui peut casser. Mais en tout cas ça peut vous permettre d'éviter de perdre la partie à l'avant si vous manipulez trop votre culasse, ou tout simplement d'avoir du jeu qui peut être gênant au moment où vous allez manipuler votre réplique, ne serait-ce que pour le bruit. En tout cas je vous conseille de soit coller la vis, soit de mettre du frein à filet pour éviter ce problème dans le futur. Vous pourrez ajouter une bretelle, originale ou reproduction, les prix sont à peu près identiques. Celle-ci c'est une reproduction, quand celle-ci est une originale, ou après-guerre en tout cas. Les deux types sont parfaitement compatibles, il n'y aura aucun problème pour l'installer. Le sabre baïonnette PO7 pourra être adapté sans aucun problème, c'est compatible. Bon après faites attention, en reconstitution ça c'est assimilable à du port d'armes. Oui, enfin port d'armes blanche carrément. Prenez si vous pouvez une reproduction en plastique, si ça existe. Ça fait un beau pic à brochette, hein, ceci dit. Pour les chamallows, ça doit être pas mal. Et enfin, pour les photos, équipez-vous de lames chargeur de 303. Pour faire joli, ici, il s'agit d'une reproduction faite en résine
par un ami, un particulier, et là je ne peux pas vous donner son nom, il ne veut pas être connu, il préfère rester avec des commandes à un niveau humain et non à un niveau industriel. Après ceci dit, à trouver en original neutralisé, c'est pas très compliqué. Pour conclure, je dirais que ce fusil est assez satisfaisant, il est réaliste à 75% et peut l'être jusqu'à 90% après avoir retouché quelques trucs dessus. Il sera très apprécié autant pour les reconstitueurs de 14 à 18 que de 40 à 1942. Exemple avec cette vidéo de Lee Enfield prise aux heures historiques de Sully-sur-Loire en mai 2018. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Onyx, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo. A nouveau, je remercie infiniment Donyx pour son soutien. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller checker ma page Tipeee. Vous pourrez ainsi financièrement m'aider sur la forme des vidéos que sur le fond. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx, de réplique d'Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut!